Midi et demi au cœur d'LCI, midi, le temps du débat politique avec Valérie Nataf. Nous ont rejoint Arnaud Péricard, maire d'hiver droite de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Bonjour Arnaud Péricard, bonjour Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Bonjour Benjamin Lucas et bienvenue. Il sera question dans un instant de la situation aux États-Unis parce que j'aimerais vous entendre quand même sur la fin de l'ère Donald Trump qui suscite beaucoup d'interrogations, mais il y a les enjeux sanitaires. Avec cette information de la mi-journée, il y aura ce soir pour les détails autour de Jean Castex plusieurs ministres, Olivier Véran, Bruno Le Maire, Roselyne Bachelot, Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer. Et ce sera l'occasion d'avoir des détails sur cette intention de tester en masse les enfants, un protocole pour tester tous les mois jusqu'à 1 million d'élèves et d'enseignants. Pourquoi ? Eh bien, aussi et surtout peut-être à la lumière de ces nouveaux variants, notamment le variant britannique qui est plus contagieux et qui s'étend sur le territoire. Le virus paraît plus contagieux, a d'ailleurs confié Olivier Véran à des élus locaux. On a monté un protocole pour tester 1 million d'enfants et d'enseignants dès 6 ans. C'est la précision d'Olivier Véran. Il était temps, Benjamin Lucas, pour vous ? Oui, je crois que c'est une bonne mesure parce que tout ce qui nous permet de ne pas avoir à envisager la fermeture des écoles qui serait dramatique, notamment pour les élèves les plus en difficulté, est une bonne mesure. J'espère que ce sera mieux organisé que l'épisode des masques, des tests précédents, que l'épisode du début de la vaccination. Mais j'ai envie de faire confiance là et de ne pas être polémique avant qu'on ait vu. Mais je crois, oui, c'est une bonne mesure qui en plus rassurera aussi toute la communauté éducative. Arnaud Péricard, on entendait tout à l'heure le docteur Sebag qui dit qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura testé tous ces enfants et ces enseignants et s'il y a beaucoup de cas positifs ? Je vais vous dire, il faut faire confiance déjà à la communauté éducative. Moi, je le vois, j'ai 23 000 élèves dans ma ville et je le vois, il y a des protocoles sanitaires, quels que soient les établissements, qui sont mis en place. On est dans quelque chose qui est très cadré maintenant dans chaque établissement scolaire, y compris dans les établissements élémentaires. Les enfants portent le masque maintenant dès 6 ans dans nos écoles. Je crois que c'est une bonne chose que de faire ce testing de masse. Ça ne peut que rajouter à cette trajectoire de confiance qu'il faut instaurer. Est-ce qu'il faut aller au-delà de ce dépistage massif ? Il y a des débats. Là encore, on attend des précisions ce soir. On attend beaucoup de choses ce soir de la part du gouvernement. C'est pour ça qu'il y a de nombreux ministres. Par exemple, Valérie Gomez-Bassac sur les cantines. Est-ce qu'il faut se dire, fermons les cantines, même si beaucoup disent si on ferme les cantines, on fermera les écoles. Est-ce que c'est seulement faisable ? Alors c'est vrai qu'il faut instaurer encore davantage de confiance et c'est vrai que ça passe par les tests et c'est bien pour les écoles parce qu'en effet il faut les maintenir ouvertes tant que l'on peut et c'est vraiment essentiel pour maintenir le lien social. Les protocoles sont très bien en effet respectés dans les écoles. Moi je le vois également sur ma circonscription. Se pose la question des cantines parce que il semblerait qu'en effet au moment où les enfants prennent leur repas c'est là où il y a la propagation du virus qui est un peu plus prégnante. Donc c'est vrai que la question se pose mais bon, moi ce qui m'inquiète c'est supprimer la cantine. Il faut faire très attention parce qu'il y a des enfants, pour certains enfants, c'est le seul repas, c'est un moment où c'est un repas équilibré, oui. Mais il y a peut-être d'autres solutions, comme peut-être servir des plateaux dans les classes. Ou certains l'ont fait d'ailleurs dans des écoles. Alors certains l'ont fait ailleurs, j'étais avec un maire qui me disait qu'il le faisait, que ça se passait assez bien. En fait, c'est des formes de paniers. Oui, c'est pas un repas chaud, voilà. c'est un pique-nique, quoi. Non, dans certaines écoles, ils arrivent quand même à donner juste le plat chaud et l'apporter sur place. Mais c'est vrai que ça dépendra de toute façon des écoles et des infrastructures. C'est pour ça que c'est un vrai sujet. Non, je ne veux pas polémiquer, c'est un sujet vraiment pour le coup opérationnel et de gestion, ça dépend du volume. Si vous n'avez qu'une école, on peut le faire. Quand vous avez un volume d'école tel que c'est impossible, parce que vous avez... Et puis les élèves, ils font quoi ? Ils vont de 8h30 à 16h30 ou 15h30 dans la même salle sans jamais bouger. En plus, il faut aérer les salles, donc c'est des temps où justement on peut faire un petit peu plus d'hygiène dans les salles de classe. Donc nous, on a essayé, on a vu avec nos prestataires, c'est quasiment impossible. Alors oui, on peut faire des pauses sandwich dans les salles de classe, mais je crois que ça serait contre-indiqué par rapport à ce que justement le ministre essaye de mettre en place. Sans tomber dans le catastrophisme, quelques comparaisons, parce qu'on entend depuis le début de cette crise ici en France, alors chaque gouvernement est critiqué, dans chaque pays, ça y va de sa critique, mais qu'on court après le train. Regardez cette carte de l'Europe, de nos voisins, qui ont décidé de confiner plus ou moins drastiquement la Grande-Bretagne, l'Irlande. C'est très sévère. Les écoles sont fermées là-bas. Les écoles sont fermées en Allemagne. Les écoles sont fermées en Autriche. Les confinements sont très stricts. Dans une moindre mesure du côté de l'Italie, du côté de l'Espagne. Je vous donne encore un chiffre. Du côté de la Grande-Bretagne, plus de 1500 morts en 24 heures. Ce qui est là-bas du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Avec ce sentiment, Valérie Nataf, que est-ce que tout ça, le couvre-feu à 18 heures, les tests dans les écoles, même à hauteur d'1 million, ce n'est pas trop peu ?
Ben, c'est toujours c'est la difficulté de gestion de tout gouvernement. C'est comment faire pour éviter, en tout cas en France, le reconfinement avec son cortège de faillites d'entreprises, de détresse psychologique. 21% des Français sont en détresse psychologique plus ou moins grave. C'est les chiffres que nous avait donnés Olivier Véran il y a quelques semaines. Et dans le même temps, essayer de contenir l'épidémie. Donc, à chaque fois, on peut dire sont des mesurettes, mais vous imaginez, si on doit annoncer un reconfinement, le fameux stop and go, qui est terrible pour le tissu économique, est terrible pour notre état psychologique. Benjamin Lucas, c'est peut-être une forme de stop and go toute modérée de passer au couvre-feu à 18h. Tout modéré, j'entends bien que c'est une voie médiane. Moi, je crois que nos concitoyens comprennent très bien qu'il faut adapter la situation des restrictions à l'évolution sanitaire. Ce que je crois en revanche qu'on pourrait faire, c'est d'avoir peut-être un peu plus d'anticipation pour dire, dans l'hypothèse où nous arriverions à une situation comme celle que nous vivons au Royaume-Uni, puisqu'on est potentiellement, j'espère pas, face à un tsunami sanitaire. Là, vous avez rappelé les chiffres, ils sont effrayants. Voilà les mesures que nous serions amenés à prendre. Ce qui permet de ne pas ajouter de l'angoisse d'organisation. Un horaire de couvre-feu, ça peut changer bien des choses dans la vie quotidienne. Un confinement, ça peut changer bien des choses dans la vie quotidienne. Et ça change bien des choses dans la vie quotidienne. Si on annonce, voilà ce qu'on étudie et on le fait en toute transparence avec des vrais débats, peut-être qu'on enlèvera un peu d'angoisse et qu'on allègera un peu le fardeau. Et vous l'avez posé, la question de la détresse psychologique, notamment des étudiants, elle est aujourd'hui dramatique et elle implique là aussi de prendre en compte un certain nombre de choses dans les mesures qui seront prises. Je crois qu'il y aura des annonces ce soir. Il y aura des annonces ce soir pour les étudiants. Moi, je peux vous dire ce qui va se passer. Je ne suis pas devin, mais si on voit 6 ministres ce soir, le prochain à prendre la parole, ce sera Emmanuel Macron pour nous annoncer possiblement un reconfinement. C'est écrit d'avance. Mais qu'on le dise, tout est fait pour essayer de l'éviter, mais à chaque fois que le Premier ministre prend la parole, il dit bien qu'aucune solution n'est écartée. C'est-à-dire qu'il le dit à chaque fois. Alors, bien sûr, il ne peut pas dire quand, parce que ça dépend de la propagation du virus, mais on ne peut pas reprocher ce manque de transparence parce qu'il n'est pas là. Genre, on a fait le choix aussi de faire un confinement en amont, avant les fêtes, pour essayer de permettre aux Français d'avoir des fêtes à peu près normales, parce que psychologiquement, ils en ont besoin. Et ça s'est bien passé, parce qu'il y a une responsabilité individuelle aussi. Je crois que les citoyens comprennent bien maintenant aussi, et puis ils n'ont pas envie qu'on les prenne non plus pour des enfants. Ils savent bien que les solutions qui vont être prises seront suite aux données scientifiques. Et malheureusement, l'anticipation est très difficile. Encore un mot là-dessus. Oui, je voulais simplement dire, attention aux comparaisons européennes, parce que les effets de cycle d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes, donc les amplitudes ne sont pas les mêmes. Et je rappelle simplement que depuis le mois d'octobre, on ne s'est jamais déconfiné en France. Non, on ne s'est pas déconfiné par rapport à d'autres pays qui ont eu des effets d'amplitude de stop and go plus importants que les nôtres, avec réouverture des bars et restaurants. Ça n'a jamais été notre cas. Absolument. En Grande-Bretagne, ça n'avait rien à voir. On garde un œil sur la situation sanitaire, vous le savez, tous les jours. J'aimerais aussi qu'on parle de ce qui se passe dans le monde et d'autres sujets qui sont aussi des sujets économiques qui sont intéressants. Ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est vrai qu'on a un regard braqué sur les États-Unis. Est-ce l'image d'une démocratie en déliquescence, d'un pays qui menace de céder face au populisme ? Regardez ces soldats. On a là, vous êtes député, Valérie Gomez-Bassac. Est-ce qu'on imagine une scène comparable du côté de la France, des soldats qui seraient comme ça allongés à même le sol à l'Assemblée nationale? Ils sont là, tous ces soldats, ces militaires, 15 000 pour assurer la sécurité à Washington et assurer le débat démocratique. Il se passe convenablement pour monter la garde en quelque sorte, alors que les démocrates ont lancé le deuxième procès en destitution visant Donald Trump. Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again, we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. C'est bien, avec nous à 13h30, on reviendra sur les enjeux. Est-ce que ça peut vraiment aboutir tout ça? Mais peut-être sur ces images, Arnaud Péricard. C'est quoi? C'est le populisme qui peut-être plus que la démocratie, qui est là en train de se déliter? Je rappelle que cette fragmentation en deux de la civilisation, de la société américaine, elle préexiste Donald Trump. Il ne fait que surfer et amplifier un mouvement qui était déjà très important. Moi, c'est un pays, évidemment, sur lequel j'y ai travaillé comme avocat. J'y suis très, très attaché. J'ai tous mes amis, y compris à l'ambassade de France à Washington, qui me disent qu'ils vivent quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Alors, évidemment, la comparaison avec des gardes républicains dormant à même le sol dans la
à l'Assemblée nationale. Bon, après, l'enjeu de cette procédure d'impeachment, elle a un autre enjeu. C'est que si vous êtes empêché, c'est évidemment plus de retraite, plus de traitement, plus de sécurité sur les services secrets. Il y a plein d'enjeux. On voit bien que les annonces qui ont été faites par le speaker de la Chambre des représentants hier indiquent bien que cet impeachment, il aura du mal, en tout cas, d'ici le 20 juin, à se mettre en place. Le 20 janvier, pardon. Benjamin Lucas, vous observez ces images, vous vous dites quoi ? Que nos démocraties sont mortelles, qu'une grande démocratie comme la démocratie américaine, qui était vantée pour sa solidité, avec une régularité, les élections c'est tous les 4 ans, le premier mardi de novembre, la passation c'est toujours le 20 janvier, enfin il y a une régularité dans la vie politique américaine qu'on regardait pour beaucoup en exemple, ça prouve qu'elles sont mortelles. Et moi ce qui m'inquiète, c'est de ne voir qu'il n'y a que 10 républicains à la Chambre des représentants qui ont voté l'impeachment. C'est là, on n'est pas dans le cas du premier impeachment, on est vraiment, en plus en fin de mandat pour Donald Trump, il y aurait, j'allais dire, aucune conséquence politique pour eux, hormis des conséquences électorales, mais enfin ils viennent d'être réélus ou d'être élus. Voir cela m'inquiète beaucoup parce que ça montre que le parti républicain, qui est un grand parti, c'est comme le parti de Lincoln, c'est le parti de l'abolition de l'esclavage, il s'est fourvoyé dans l'adhésion à un néofascisme par opportunisme ou par conviction avec Trump. Ça existait déjà avec le Tea Party, vous l'avez rappelé. Dans les années Obama, il y a eu cette montée de l'extrême droite radicale américaine. Et là, moi j'ai peur que ce grand parti qui est le parti républicain ne soit encore pendant des années l'otage de ça, parce qu'en fait il y a eu un espèce de deal, d'accord, de pacte avec Trump qui était on te laisse faire ce que tu veux, on soutient tes outrances, mais on veut des juges ultra-conservateurs à la Cour suprême et l'ultralibéralisme économique. De ce point de vue-là, Trump a rempli sa part du contrat. Mais c'est inquiétant et dangereux pour la suite parce que rien n'est réglé avec cette affaire. Même si les symboles ont leur importance. Et quand on envahit le Parlement avec le drapeau de l'armée confédérée, c'est un symbole. Et là, il y a une réponse qui est d'abord symbolique, mais elle est importante, vous l'avez rappelé, évidemment. L'enjeu au-dessous, ou la question, c'est est-ce que toute aventure populiste, alors d'aucuns revendiquent, je pense aux Insoumis, on revendique le terme de populisme, on n'y met pas les mêmes choses que peut-être derrière Donald Trump. Mais est-ce que toute aventure populiste... Enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on est moins dans le populisme que dans une montée en puissance de l'extrême droite, qu'on a d'abord considéré, ce qu'on fait toujours d'ailleurs avec les États-Unis, avec un petit sourire narquois, sur ce folklore des milices, le Ku Klux Klan, etc. Et c'est beaucoup plus profond que les images, pardon d'utiliser le thème folklorique, mais j'ai l'impression qu'en France, on considère que oui, bah ça se passe dans quelques pays. Il y a un côté, c'est Délivrance, le film de John Borman, mais ça ne reflète pas ce qu'est les États-Unis. Ça ne reflète pas ce que sont les États-Unis, mais il y a 74 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. D'abord parce qu'il avait, avant la gestion désastreuse de la pandémie, un bilan économique qui était bon. Quoi qu'on en pense sur ses a priori idéologiques. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'il portait une revendication identitaire de tous ces gens oubliés de la mondialisation, la Rust Belt, etc., qui ont fait, et puis ça a été porté à incandescence, la polarisation de la vie politique américaine, qui arrive peut-être aussi chez nous, et c'est peut-être pour ça qu'il faut porter attention. L'aventure Trump, elle est aussi une aventure populiste, malgré tout, qu'on le veuille ou non. Et est-ce que ça se termine forcément comme ça, ce genre d'aventure ? Avec des militaires qui sont obligés de faire front pour que le débat démocratique puisse avoir lieu, même si on est avant tout dans le symbole plus que dans la réelle protection, parce que a priori il ne se passera rien à Washington. On en fait sans doute un peu trop parce qu'on n'en a pas fait assez au moment du 6 janvier. J'ai bien peur que ça finisse à chaque fois comme ça, parce que dès lors qu'on essaie de mettre à mal les institutions, eh bien on a ce risque-là. Maintenant, c'est pour ça que c'est bien aussi de rappeler que personne n'est au-dessus de la loi et que la loi s'applique à tout le monde. Et je crois qu'il faut en revenir au principe de base pour éviter justement tout dérapage. Non, mais je rappelle, c'est vrai que ces images-là ont été choquantes, mais je rappelle qu'il y a moins de 18 mois, on a quand même eu un mouvement de saccage de l'Arc de Triomphe et des Gilets jaunes qui marchaient sur l'Élysée. Donc le pire n'est jamais sûr, et ce genre de mouvements imprévisibles et populistes sont malheureusement incontrôlables et sont dangereux pour la démocratie. Moi je condamne évidemment les actes de violence qui ont été commis à l'Arc de Triomphe. Je pense que les comparer ou mettre sur un pied d'égalité l'invasion d'une institution parlementaire pour empêcher un processus démocratique légal de se tenir et des actes de violence inacceptables, à mon avis, mais des choses en tout cas ne règlent pas la question. C'était incité par le président. Même si c'est pas au même niveau, ça montre aussi quand même que la démocratie c'est quelque chose de fragile, que c'est quelque chose que l'on doit protéger et que c'est notre bien commun. Oui. Il faut y faire très attention. Et c'est pour ça un mot, parce qu'il faut le rappeler, Trump au départ, quand même, il n'est pas majoritaire en voix en 2016. Pas en voix, mais c'est un système. Oui, d'accord, mais donc ça prouve. Il a 2 millions de voix de moins. Mais par contre, et ce que je veux dire, puisque vous l'avez évoqué, vous avez dit, il gagne aussi la présidentielle en 2016 par surprise pour beaucoup d'observateurs qui regardaient ça avec un peu de mépris du côté français, aussi parce qu'il parle à tous ces oubliés. Et c'est là où les démocrates, et moi je pense à ça pour chez nous, pour la gauche et les écologistes, c'est là où on a
une responsabilité, c'est de répondre aujourd'hui à ce qu'est la crise sociale. Les démocrates américains ont été les champions du libéralisme à travers le monde ces dernières années. Ils ont signé les accords de libre-échange qui ont fait s'effondrer l'industrie américaine. Et c'est là où nous avons, la gauche et les écologistes, une grande responsabilité. C'est que ce qui s'est passé là-bas peut très bien nous arriver. Valérie Nataf a raison de dire, on regarde toujours en France avec un côté un peu rigolard ce qui se passe ailleurs, mais enfin, les États-Unis précèdent souvent d'une dizaine d'années ce qui se passe dans le reste du monde occidental. Espérons qu'on échappe à ce genre de situation. Parlons et ouvrons un front économique, si vous voulez bien. Est-ce une forme de patriotisme qui s'exprime là? Je ne sais pas. Je voudrais vous interroger sur l'avenir de Carrefour. Vous l'avez peut-être vu, le géant français venait tout juste d'engager des pourparlers en vue de se vendre au prix fort, d'ailleurs, au groupe canadien qui s'appelle Couche-Tard. Couche-Tard parce que c'est souvent adossé à des stations-service au Canada. Ça ferme assez tard. Et alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, interrogé sur le sujet, il a dit non. En a-t-il le pouvoir réellement? Il a dit « Carrefour est un chaînon essentiel de la souveraineté et la sécurité alimentaire des Français qui est en jeu. C'est la sécurité sanitaire alimentaire des Français qui est en jeu dans cette opération. » Pour rappel, l'alliance, le rachat de Carrefour par Couche-Tard aurait donné corps à un géant, alors même un monstre en termes de chiffre d'affaires. C'est plus de 130 milliards. Arnaud Péricard, vous comprenez l'attitude de Bruno Le Maire là-dedans? Moi, je la comprends, mais moi, je suis très en colère contre cette histoire. Ça fait des années qu'un certain nombre d'élus locaux et de maires se battent contre l'expansion des hypercentres commerciaux dans nos périphéries pour préserver nos centres-villes. Moi encore, j'ai le 2e Carrefour de France qui est dans ma périphérie. J'ai milité pour éviter la construction d'une galerie de 20 000 m² supplémentaires. On se bat et on nous dit que ce sont des fleurons nationaux économiques. Ça crée de l'emploi, ça ne crée pas d'emploi, ça en pique aux autres. C'est tout. Bon, aujourd'hui, on nous dit effectivement qu'il faut faire attention. Moi, je préfère quand même qu'on ait la main mise sur cet outil-là, parce qu'au-delà de l'indépendance alimentaire, il y a aussi une question d'aménagement du territoire, et Carrefour prend largement sa part dedans. Donc vous n'êtes pas en colère contre l'attitude de Bruno Le Maire? Non, je suis en colère contre cette politique qui a visé à faire de cette enseigne un mastodonte qui aujourd'hui veut se revendre au plus en franc, alors même qu'il y a des enjeux qui sont très importants, qui sont des enjeux territoriaux et d'aménagement du territoire. Et vous le voyez, quand vous êtes dans une intercommunalité, vous voyez d'où vient la richesse aujourd'hui. La commune qui a un hypercentre commercial, que ce soit Auchan et Carrefour, c'est la plus riche de toutes aujourd'hui. Donc ça crée également des équilibres territoriaux. Valérie Gomez-Bassac, expliquez-moi pourquoi il ne faut pas qu'il y ait cette alliance. Parce que le ministre l'a très bien dit, c'est vrai qu'il est important que nous ayons un peu la main mise sur notre souveraineté alimentaire. Et d'ailleurs, il l'a dit même au moment de la crise, qu'il était important qu'on tire les leçons aussi de la crise sanitaire qui a eu lieu et qu'on arrive à garder quand même une certaine souveraineté dans certains domaines. Et là, je crois que c'en est vraiment l'expression. On n'aura plus de riz dans les supermarchés. Oui, c'est garder. Alors, faut peut-être pas. C'est une image, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux territoriaux, comme vous l'avez dit, il y a des enjeux également sociaux, et ça reste quand même une enseigne chez nous très, très parlante, qui parle à beaucoup de Français. Donc il y a aussi cette image-là, malgré tout. Et la souveraineté alimentaire, oui, ça doit rester chez nous. Et il faut qu'on garde une certaine diversité, en tout cas dans les produits proposés. L'économiste de TF1 LCI disait ce matin, François Langlais disait ce matin, Carrefour, c'est la France. Quand vous allez à l'étranger, vous allez en Chine, vous allez en Pologne, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des hypermarchés Carrefour. Abaisser le pavillon Carrefour sur notre territoire et dans le monde, c'est réduire un peu de l'influence stratégique de la France. Je ne vais pas prendre parti sur pour ou contre la vente, ce sont des domaines sur lesquels je n'ai pas de compétences particulières, mais on comprend que Carrefour, c'est une marque française que la France n'a pas envie d'abandonner. Et je crois, vous disiez, est-ce que Bruno Le Maire a le droit? Je crois que la loi Pacte lui donne pouvoir. Par rapport aux investissements. Par rapport aux investissements étrangers. Et d'ailleurs, il y a Elisabeth Borne aussi qui s'est également prononcée. Mais voilà l'unanimité qui se crée, Benjamin Lecay, et que je sens vous allez sceller. Oui, non, mais si j'étais taquin, je dirais à Madame la députée, à Monsieur le ministre de l'économie, qu'ils auraient pu avoir le même réflexe de souveraineté vis-à-vis, par exemple, de la production de bonbonnes d'oxygène quand il s'est avéré au moment de la crise de proposer de nationaliser Luxfer, ce que vous n'avez pas fait. Mais puisque vous en venez à des raisonnements qui sont les nôtres depuis longtemps, je m'en réjouis. Oui, je crois que c'est. Il faut privatiser. Oui, on ne parle pas de nationalisation, nous. Effectivement. Non, mais je ne propose pas de nationaliser Carrefour. Non, soyons clairs. Mais quand il s'agit de défendre la souveraineté alimentaire, oui, on aurait pu aussi défendre une forme de souveraineté sanitaire à ce moment-là, mais je ne peux pas réouvrir ici ce débat que nous avons eu plusieurs fois sur ce plateau. Non, mais je crois que vous avez tout dit. C'est à la fois, oui, un enjeu de souveraineté alimentaire, vous l'avez dit, c'est la France, et oui, il y a aussi un enjeu d'aménagement du territoire, et je suis d'accord. Et je crois
crois que là, puisque Bruno Le Maire veut se mêler de ces affaires, qu'on ait effectivement aujourd'hui une vraie réflexion sur ces hyper mastodontes de consommation qui écologiquement sont dévastateurs pour un certain nombre de territoires et qui économiquement tuent les centres-villes et le petit commerce. Et là, peut-être c'est le moment de tout remettre sur la table. Après, on découvre que Carrefour voulait se vendre au plus offrant. Mais je vais dire, c'est une entreprise privée dont le but est de faire du profit. On ne va pas lui reprocher de faire ce pourquoi elle existe. Par contre, effectivement, là, la puissance publique a raison de jouer son rôle. Et moi, je me réjouis de ce qu'a dit Bruno Le Maire. Une fois n'est pas coutume. En l'occurrence, c'était de très bien se vendre au plus offrant et au très offrant qui était la proposition de Couche-Tard du côté du Canada. J'aimerais aussi qu'on prenne le temps aujourd'hui, si vous voulez bien, de parler d'une femme politique dont l'engagement a été total pendant toute sa vie. Marielle de Sarnez avait 69 ans. Elle a cédé face à la maladie. Oui, une vie d'engagement si talentueuse, si courageuse, disait d'elle hier soir François Bayrou. C'est un couple, ça a été un couple politique, François Bayrou, Marielle de Sarnez, combattante passionnée de l'Europe, souligne Emmanuel Macron. L'émotion de Jacqueline Gourault à l'Assemblée nationale hier soir. Si vous permettez, Monsieur le Président. Je vous en prie, Madame la Ministre. Je voudrais remercier l'ensemble des députés pour les mots qu'ils ont eus pour Marielle. Merci. Jacqueline Gourault, élue du MoDem, beaucoup d'émotions, quel que soit le courant politique. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ont eu des mots très forts, quels que soient les courants, Arnaud Péricard, pour saluer le MoDem, Marielle de c'est une Sarnez. famille. Il faut savoir que le MoDem, ce sont des hommes et des femmes politiques qui militent ensemble depuis très longtemps, se connaissent très fortement. Jacqueline connaissait très bien, évidemment, Marielle, François, ça fait partie d'une famille. Et moi, je retiens simplement un dénominateur commun dans cette famille. Ce n'est pas ma famille politique, parce que je ne suis pas encarté dans une famille politique, mais c'est leur attachement à défendre les valeurs européennes. Et moi, je trouve que Marielle de Sarnez, elle doit être avant tout remémorée pour cela. Valérie Gomez-Bassac. Ouais, je suis également émue parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que nous voyons souvent et j'ai une pensée pour sa famille, pour ses collaborateurs et pour tous ses amis du MoDem. Et c'est vrai que je suis émue parce que c'est quelqu'un que j'ai vu souvent, notamment sur les questions européennes, parce que je m'occupais de dossiers européens. C'est quelqu'un c'était une femme de conviction, une femme de communication et qui était toujours disponible et j'en retiendrai cette image. Benjamin Lucas. Je crois que la plus belle ligne de conduite en politique, c'est la sincérité des convictions. Et que de ce point de vue-là, bien que ne les partageant pas, tout le monde pouvait reconnaître à Marielle de Sarnez d'avoir une constance, un engagement, une sincérité dans ses convictions européennes, vous l'avez rappelé, mais dans les convictions de la famille centriste. Et donc évidemment, très attristé, et nos pensées pour la famille centriste qui perd une de ses grandes voix, une de ses grandes figures. Marielle de Sarnez, c'était, je crois, une forme d'authenticité aussi. On la voyait dans les débats. C'est quelqu'un, c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans l'aventure du MoDem, ce qu'il y a de courageux aussi. C'est quelqu'un qui a assumé pour ses convictions les moments de défaite et les moments de disette électorale, puis parfois ça marche pas, mais qui ne déviait pas de ce en quoi elle croyait. Je crois que c'est une leçon dans un moment politique où tout bouge très vite, d'avoir de la constance et de penser le temps long. Je crois que c'est une leçon qu'on doit tous tirer. Et toujours dans le respect de ceux qui ne pensaient pas forcément comme elle. On soulignait beaucoup d'élus. C'était la discrétion. Elle ne se mettait pas en avant, mais ça n'empêchait pas la force des convictions, comme vous l'avez rappelé. Et puis c'était une grande élégance, Marielle de Sarnez. Et je pense que l'hommage unanime qui lui a été rendu par la classe politique, c'est aussi cela. C'est respecter son adversaire en politique. Ça ne veut pas dire ne pas se battre pour ses convictions, mais respecter, penser parfois contre soi. Et Marielle de Sarnez, c'était vraiment cela. Et c'était bien la moindre des choses que de saluer Marielle de Sarnez, disparue hier soir à 69 ans. Merci à tous d'avoir participé au débat politique. Dans un instant, les vérificateurs, notre rendez-vous quotidien. On décrypte les faits pour mieux aussi comprendre peut-être des annonces ce soir de Jean Castex concernant en particulier le couvre-feu à 18h. A-t-on le recul nécessaire, suffisant pour évaluer déjà le résultat d'une telle mesure appliquée dans certains départements depuis quelques semaines? On s'y arrête dans un instant et rendez-vous ce soir bien sûr pour les